It's pre-Maori and it's even pre-Waitaha. I brought the elders here. We came at 4 o'clock in the morning and they came from different parts. In my mind, The Waitaha elders. Yes, they came here in the early morning and they came to this wall and they said, we know these people, but they are way before us. We know these people, but they are way before us. Les traditions orales maoris indiquent qu'à leur arrivée en Nouvelle-Zélande, les Maoris ont découvert qu'il y avait une population déjà établie vivant dans le pays. Comme nous allons le voir, les habitants ont été décrits comme ayant un teint de peau blanc, des cheveux dorés et des yeux de couleur bleue jusqu'au vert. Entre mythe et réalité, générique. Au sein de la Polynésie, en Nouvelle-Zélande, les traditions orales maoris font mention d'une population qui vivait déjà dans le pays avant leur arrivée. Les Maoris utilisaient des termes génériques, comme Patupa Prae, Tureu ou encore Pakepaha, comme nom pour ses anciens habitants. Ce mythe est présent sur toute l'île, mais chaque tribu maori a développé ses propres noms régionaux. Dans la mythologie maori, les Patupa Prae ou les Pakepakeha, considérés comme les premiers habitants de la Nouvelle-Zélande, sont très sensibles à la lumière du soleil. En fait, leur sensibilité correspond à leur description physique. Ils sont décrits comme ayant la peau blanche avec parfois les taches de rousseur et des cheveux blonds ou roux. Généralement, ils ont la même stature que les gens ordinaires et des yeux de couleur qui vont du bleu au vert à des teintes plus foncées. Dans la tradition maori, ces caractéristiques physiques font partie intégrante des êtres de nature tapu, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme inviolables ou sacro-saints. Les choses ou les endroits qui sont tapous doivent être laissés seuls et ne doivent pas être approchés ou interférés. Dans certains cas, il ne faut même pas en parler. Fait intéressant, le terme maori pakeha, utilisé plus tard pour décrire les Européens coloniaux blancs, est dérivé de l'ancien nom pakepakeha, utilisé pour décrire l'ancienne population blanche selon les légendes maoris. Lorsque les Maoris ont entendu les sons doux et forts de la langue du capitaine Cook et de ses marins, les Maoris les ont appelés Pakepakeha, qui a été abrégé en Pakeha. L'apparence des Patu Parae est la même que celle des humains. Comme les Pakeha, la peau est blanche et les cheveux, et toute la peau sont clairs, pas comme le peuple Maori. Patu Parae, peuple féerique, peuple mythique à la peau claire qui vit dans la brousse sur les montagnes. Bien qu'ils ressemblent aux humains en apparence, on croit qu'ils ne mangent pas d'aliments cuits et qu'ils ont peur des incendies. Tureu, féerique, être mythique de forme humaine à la peau claire et aux cheveux blonds. Outre les dieux, les indigènes croyaient à l'existence d'autres êtres qui vivaient en communauté, construisaient des pâturages et s'occupaient d'activités similaires à celles des hommes. Ceux-ci s'appelaient Patu Parae. Leur résidence principale était au sommet de hautes collines, et on dit qu'ils ont été les occupants spirituels du pays avant les Maoris. Plusieurs éléments justifient l'idée que les Maoris n'étaient pas les premiers habitants du pays. Les Patu Parae sont représentés comme étant blancs et vêtus de vêtements blancs. Ils se plaisent à jouer du putorino, de la flûte, et on dit qu'ils allaitent leurs enfants dans leurs bras, comme les européennes, et ne les portent pas à la maori sur le dos ou sur la hanche. Ils tiennent de longs conseils et chantent très fort. La croyance au Patu Parae est très générale. Il est certain que les blancs sont les aborigènes. Leur couleur est en général comme celle des gens du sud de l'Europe, et j'ai vu plusieurs qui avaient les cheveux roux. Il y en avait qui étaient aussi blancs que nos marins et nous voyons souvent sur notre navire un grand jeune homme qui, par sa couleur et ses traits, aurait facilement pu passer pour un Européen. Commentant une époque ultérieure, Cowan a interviewé un vieil aîné maori qui a parlé des résidus métis Patu Parae du mont Ngatatawa dans le district de Roturia, que lui appelait Ngati Hua. Hua signifiant bâtard en maori. Le vieil aîné a décrit les anciens résidents de la manière suivante. Leurs cheveux avaient une teinte rougeâtre ou dorée que nous appelons urukehu.
Certains avaient les yeux noirs, d'autres bleus comme les Européens. Certaines de leurs femmes étaient très belles, très claires de teint, avec des cheveux blonds brillants. Certains contradicteurs ont tenté d'invalider la présence d'anciennes populations européennes en rétorquant que la blondeur n'est pas une caractéristique unique à la race blanche, la race aryenne, et qu'il existe des populations détentrices de cheveux blonds en Océanie. Bien que cette information est vraie, dû au fait que des études ont révélé l'existence de quelques populations du Pacifique ayant les cheveux blonds à cause d'une mutation du gène TYRP1 qui n'est pas présent chez les Européens, cet argument est insuffisant et totalement hors sujet puisque dans le cadre de notre étude, il n'est pas essentiellement question ici de blondeur, mais de populations avec une peau blanche et des yeux bleus, des yeux clairs. Or les populations mélanésiennes citées ont systématiquement la peau noire, radicalement davantage que les Maoris eux-mêmes d'ailleurs, et ils ont les traits grossiers et tous les yeux noirs. Or, dans la mythologie maori, les Patupare'e ou Pakepakeha sont définis clairement comme ayant la peau blanche, avec des yeux bleus ou verts et des traits fins, assimilables, selon la tradition, à des êtres féeriques. Rien à voir donc avec des aborigènes noirs des îles océaniennes. What they all agreed on was that the Patupare'e had light skin, red or very light hair, magical powers and extra special knowledge. Les traditions orales maoris nous disent que le peuple Patupare'e ou Tureu a enseigné aux Maoris de nombreux arts et métiers. C'était un peuple très intelligent et ils sont à l'origine de la connaissance du feu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ceci comprenait la fabrication de filets de pêche, le tissage, le haka, les arts du tatouage, la musique, avec notamment la flûte, putorino et la sculpture. Par exemple, dans la thèse de doctorat « L'art de tisser des liens chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, Aotearoa, analyse des relations entre les Maoris et leurs ancêtres par l'intermédiaire des manteaux Maoris en qualité de trésors ancestraux », Lisa Descotignes-Renard, docteur en anthropologie sous la direction du professeur du CNRS Denis Monnery, relève bien ce fait, page 255. À leur retour parmi les vivants, Mataora transmit l'art du tamoko aux hommes et Niwareka celui du tissage aux femmes. Selon la mythologie maori, la transmission de connaissances s'effectua donc à cause d'une histoire d'amour entre le maori Mataora et une jeune princesse Niwareka du clan des Tureu, donc c'est-à-dire du peuple blanc. En se rendant chez les Tureu, Mataora put apprendre leur technique. Pour ce qui est des artefacts culturels qui ont émergé sur ces terres, tels que l'ensemble des sculptures, totems, trésors de pierres vertes, instruments de musique, boîtes à plumes richement sculptées, leurs origines sont difficilement traçables et je ne me risquerai pas d'établir des hypothèses. Bien que les Néo-Zélandais soient capables de les reproduire, sont-ils pour autant les véritables créateurs ? Serait-ce une récupération ultérieure de l'ancienne population qui sont devenus par la suite les objets associés à la culture et au symbolisme maori ? Pourquoi la majorité des statues représentant des Maoris importants arborent fièrement des yeux bleus alors que cette population n'en dispose pas ? Serait-ce le pur hasard ou pense-t-il consciemment ou inconsciemment que les yeux bleus se réfèrent à une forme de beauté mythique propre aux populations légendaires aux caractéristiques aryennes dont nous avons parlé ? De plus, en termes de capacité artistique, je note que l'intelligence cognitive des Maoris a démontré sur plus de 15 tests différents entre 1954 et 2003 un coefficient intellectuel moyen de 88. Or, nous constatons à l'inverse que la fibre artistique qu'on leur attribue est très proche de l'art européen. Elle ressemble notamment à la culture celtique, disposant, elle, d'un artisanat complexe et d'un QI largement supérieur à 100. Ces anciennes expressions culturelles ou religieuses remonteraient-elles au pays d'où sont venus les lointains ancêtres des Patupare'e ? Je l'ignore. En revanche, si les artefacts, symboles et motifs ont été apportés ici par les Maoris, alors pourquoi ne se trouvent-ils pas dans leur terre d'origine ? Le professeur Thor Heyerdahl a écrit ce qui suit à ce sujet. Indépendamment de comment et quand les Maoris ont commencé à couvrir leurs sculptures de spirales, l'habitude est absente dans leur patrie polynésienne et peut donc très bien l'être dans leur patrie encore plus lointaine. Il n'y a en effet aucun tel dessin de surface curviligne sur les sculptures en bois des îles de l'archipel de la Société, et celle-ci inclut les très hauts poteaux ancestraux qui ont été érigés dans l'ancienne Tahiti.
Je ne partage pas l'opinion isolationniste, selon laquelle rien n'empêche que deux cultures aient les mêmes concepts en même temps à l'autre bout du monde. Par exemple, la théorie selon laquelle tous les peuples auraient pu imaginer la Svaticka séparément des autres, sans qu'il y ait un peuple migrateur qui transmette et impose sa culture à travers les continents, me paraît vraiment peu sérieuse. L'isolationnisme est en déclin pour expliquer les mêmes symboles et expressions culturelles qui apparaissent dans des régions très dispersées du globe. Au sein des cercles scientifiques, il devient évident qu'il y ait une énorme diffusion de la culture et de grandes migrations de personnes entre des lieux éloignés. Les océans représentaient depuis l'aube des temps des axes de communication et non des barrières. Pourquoi trouve-t-on alors le Aitiki en Amérique du Sud comme en Nouvelle-Zélande ? L'archéologie diffusionniste fournit quant à elle des réponses solides dans le monde entier à des scénarios autrefois impossibles postulés par les écoles isolationnistes d'interprétation historique. En revanche, depuis quelques années, la thèse officielle concernant les Maoris est qu'ils ont inventé une toute nouvelle culture en un temps très limité lorsqu'ils ont rejoint l'île de la Nouvelle-Zélande. En réalité, c'est une notion fantaisiste qui ne se produit pas. Les peuples qui migrent quelque part ne débutent pas de zéro et apportent toujours avec eux leur civilisation propre et leurs traditions. Et dans le cas où un peuple est trop primitif, soit il persiste dans son mode de vie sauvage, soit il apprend soudainement des techniques via des échanges extérieurs provenant d'autres peuples plus intelligents. D'ailleurs, les historiens officiels actuels de la Nouvelle-Zélande vont, avec leur théorie, à l'encontre des traditions orales maoris qui postulent de manière claire que la majorité des arts et des savoirs ont été appris grâce au peuple blanc mythique qui résidait sur l'île avant que les Maoris débarquent. Quoi qu'il en soit, si l'origine de la culture maori est incertaine, d'autres découvertes frappantes mènent à penser qu'ils n'étaient pas les premiers sur l'île. En effet, plusieurs sites mystérieux construits en pierre ont été découverts. Il s'agit le plus souvent de murs et d'habitations écroulées très anciennes. Or, le peuple maori n'a jamais utilisé ou bâti de constructions élaborées en pierre. Il est donc très peu probable que cela provienne d'eux. À savoir que l'habitation en dôme mausolée en pierre était une forme courante de domicile dans la Grande-Bretagne mégalithique, l'Europe continentale et même certains coins d'Amérique du Sud par le peuple blond au trait caucasien des fameux Chachapoyas. Ainsi, la même méthode de construction était très certainement utilisée par une population pré-maori de Nouvelle-Zélande. Près du sud du lac Taupo en Nouvelle-Zélande se trouve la mystérieuse ville en pierre de la forêt de Wepua, un des sites les plus emblématiques. En plus de contenir un nombre important de murs, de terrasses, de dômes mausolées, cette forêt contient également un mur très impressionnant qui fait polémique, le mur de Kamanawa. Composé de blocs mégalithiques aux coins symétriques, tout autour de la structure, les pierres sont disposées de degrés identiques. Le sommet de niveau suggère qu'il s'agissait peut-être d'une pyramide ou d'un bâtiment. Il y a d'autres structures similaires à celle-ci sur d'autres îles du Pacifique. They looked pretty regular, and in 1996, archaeologists, experts and historians were interviewed by the media on location. It's pre-Maori and it's even pre-Waitaha. See, the people who were here before the Maori people as we know them today, the people of Waitaha, the nation of Waitaha. And I brought the elders here. We came at 4 o'clock in the morning, and they came from different parts of the island. The Waitaha elders? Yes. They came here in the early morning, and they came to this wall and they said, we know these people, but they are way before us. Lots of prodding and pointing and pontificating about the evenness of these blocks, with government-employed experts saying they are a natural formation and the others saying they are man-made. It's old rock, it's the probably 300,000-year-old ignimbrite, and the pattern of fissures in it is, some of them would have occurred virtually when it was laid down, others have occurred since. Now you're pretty sure about this, aren't you? Yeah, I am. I think it's the nature of the ignimbrite rock. This statement is incorrect. A sample of the stone was tested at an Auckland laboratory, analysis of which confirmed the stone is rhyolite and does not naturally occur on the eastern side of Lake Taupo. Further research, however, found the nearest natural occurrence of rhyolite being 16 kilometres away from the stone structure. It would appear that the stones were cut and carried to the present site in the Kaimanawa forest. I don't think it's got any association with humans at all, the site. There's a possibility some blocks of rock that have
come off the front of the face have been removed. That's why it's now so vertical, but there's just as good a chance that they're under the ground in front. To find such even right-angle cracking throughout this wall, it seems too much of a... It doesn't seem like it can be natural. 20-odd years have passed, and the expanding tree roots have helped by revealing a bit more. We will briefly touch on the so-called regularity of the blocks debate, but focus more on a couple of other aspects since discovered. And we're standing in front of a line of what I call line of blocks, which the discussion is, are they natural or were they put here by human or some kind of interference? And when you start looking at the shape of it, you start thinking to yourself, well, there's got to be a very clever nature at work here, or else this has been worked on. Now this, of course, this crack here is, you know, from an earthquake or something like that, or the tree above putting its roots down, but these tell the story as far as I'm concerned. And we come through to here, and we've luckily got a tree root that's pushing right down here and has dislodged this corner. So this block here, having moved out, has exposed square edges, and with this little spatula you can feel the square edges there, you can feel the square edges there and the square edges there, and if we want to be really clever we can go to the back where there's another layer of blocks there, and that's all square too. I can't indicate it to you, but we'll see it from the other side. So that tells a big story, and that will gradually fall away, and the story will be expanded, I'm sure. So when we were pulling away the greenery, we noticed a consistent bevel which seemed to run consistently through it. So we made a little bevel square, put that on there, and just to get a rough idea, it's a bit cheek, but we'll go down now about another 10-15 metres and show you another piece of wall, and we'll take the bevel with us. Yes. So now we're 30 paces up from the wall towards the east. That's our bevel square that we took off the other wall. And this is a piece we found here, and I venture to say it's the same. So in finding the bevel, we then found we were standing on a piece of rock face which was so smooth we couldn't believe our eyes. It was just like it was poured concrete. And I think that speaks for itself. Square-edged, everything. Suddenly we realised that the lower block had a neatly cut recess, enabling it to slide in under the block above, hence locking in both blocks. The catastrophic eruption and earthquake of 186 AD could have shifted this lower block. In 1981, the government called in the New Zealand Forest Service and the Land and Survey to survey all the stonework up in the Waipua there, because they were going to clear fell. There had been a lot of pine trees planted on the western side of the Waipua, and so there was a team of 36, and I was the 37th archaeologist. We were up there for over 12 months doing the work up there, and then the initial dating came through, 2225 BC, and the Maori guy that was in charge, next day he closed the whole operation down. There was over $500,000 of taxpayers' money spent on this archaeological thing. All the findings, mapping, all the work we'd done was deposited in the National Archives in Wellington with a hold on for 75 years. And Gary Cook successfully got some of them released a few years ago, but all the carbon datings, they've all disappeared. Gone. There's one of the walls that we exposed up in the Waipua there, and the top of that wall was ground level. It's been closed down now. Oh yeah. The Auckland Airport, to Papakanga Park, and on a farm in Northland. Here we were shown around by Vince, a local farmer.
when I first came here, some of these piles were round, straight sides, some were square, straight sides, some were oblong. And when I first saw them, some were flat, dead flat across the top with big stones, and some were piles going up to a cone on the top. The similarity between the Chulpa of Peru and what Vince is describing is pretty obvious. But why is this information not public knowledge? Who's hiding what and why? So there's been archaeologists out here looking at these things? In the past, about 35 years ago apparently. And what are they saying? I'm not sure what they've come up with really. We were told that they dug down? That they have unearthed over 70 mounds. There's estimated over 3,000 mounds here. Ainsi, l'État néo-zélandais refuse d'étendre les recherches sur ce sujet, en refusant l'accès à ces sites et en noyant certaines informations. Aucun effort n'est fourni de la part des institutions pour opérer à des investigations sérieuses. Pourtant, un nombre important d'éléments devrait permettre d'établir des autorisations de recherche, or rien n'est fait, car c'est un sujet qui mène à de fortes tensions politiques. Les chercheurs qui ont mené des fouilles archéologiques ou tenté de récupérer des ossements anciens afin d'en récupérer l'ADN sont suspectés de racisme ou d'ethnocentrisme vis-à-vis des populations indigènes et voient leurs autorisations de recherche annulées et l'accès au site refusé. La population initiale de l'île a disparu après l'arrivée des cannibales polynésiens en Nouvelle-Zélande. Les premiers peuples blancs ont été chassés jusqu'à l'extinction comme source de nourriture, comme le veut une tradition maori. De nombreuses femmes Patu-Pare'e ou Tureu ont été absorbées de force par les tribus maoris en tant qu'esclaves. Les fugitifs ou les survivants parmi les premiers peuples se sont déplacés vers l'intérieur très accidenté et éloigné du pays et ont vécu dans les forêts profondes ou les grottes sombres. Outre les ruines ensevelies sous la végétation, l'histoire d'ossements anciens sont également au cœur de la polémique. Depuis le début de l'ère coloniale de la Nouvelle-Zélande jusque dans les années 60, d'innombrables amas de squelettes et de crânes étrangers à ceux des Maoris ont été observés sans grand intérêt dans des grottes funéraires sèches. Les Maoris avaient l'habitude de rendre un grand respect aux ossements de leurs morts. Mais ici et là peuvent être trouvés parmi les dunes des restes humains découverts par le vent, et de ceux-ci aucune tradition ne subsiste, comme il y en aurait certainement si les reliques étaient celles des ancêtres. Les indigènes disent ce sont les os d'étrangers. On trouve aussi des grottes mortuaires concernant le contenu desquelles les Maoris font la même remarque, et les considèrent avec indifférence. Certains d'entre eux étaient dans des cercueils ou disposés sur des étagères en pierre, mais la majorité gisait au sol. Il s'agit des tribus Tureu, Pakepakeha que nous avons décrites précédemment. Ainsi, de nombreux squelettes avaient les cheveux blonds ou bruns typiques des Européens et sont souvent accompagnés de pierres vertes sculptées ou d'autres objets de type funéraire. Dans les dunes côtières comme ailleurs, les squelettes sont pour la plupart enterrés en position fétale ou assise, les genoux relevés contre la poitrine et ligotés. Ceci est similaire aux sépultures de Beaker People de l'ancienne Grande-Bretagne ou aux innombrables sépultures des momies du Pérou. Cependant, tous les restes squelettiques du peuple pré-maori, lorsqu'ils étaient localisés dans des grottes, des abris, sous roches, des dunes, par des chasseurs ou autres, étaient signalés aux autorités. Et pendant environ 12 ans, au milieu des années 1860-70, Robertson Mill a broyé des dizaines de milliers de squelettes de Tereu, Pakepakeha et Patu-Pare'e des grottes funéraires d'Auckland et du Northland pour fabriquer de l'engrais. Les dirigeants maoris avaient dit au gouverneur Bowen à Tekopulu en 1869, « Faites d'eux ce que vous voulez car ce ne sont pas nos gens ». Eden Mill fonctionnait à cette époque comme un moulin à os utilisé pour broyer les os en engrais. Il appartenait à un certain Robert Robertson dont l'entreprise impie utilisait les morts trouvés en grand nombre dans les grottes et les cavernes du district. Bien sûr, les Maoris ne toléraient jamais que l'on dérange les restes de leurs propres ancêtres, mais il s'agissait d'étrangers qui étaient morts bien avant leur arrivée sur les côtes néo-zélandaises. Il y a quelques années, un chercheur du Northland, Sean Riley, a soulevé un grand nombre de ses preuves sur la colonisation pré-maori devant le Northland Conservation Board. Dans un article de journal du journaliste Leighton Kite, il a été rapporté que le président du Northland Conservation Board, Leo Ritchie, a déclaré que la plupart des membres du conseil savaient que cette preuve existait, mais que le conseil était trop occupé pour enquêter davantage. Le docteur Lisa Maltiso-Smith a admis dans une interview au journal Nouvelle-Zélande Herald en 2004
que les restes humains anciens dans le Pacifique sont rares et interdits à l'étude. Il n'y a donc aucun espoir de comparer les variations génétiques dans les tissus humains anciens et nouveaux. This is one of the caves that had all the skeletons of the Turihu Waitaha people stacked in. There's skulls and skeletons all around here. In 1861, Robertson's bone mill come up from Onehunga and gathered them all up, paid all the workers threepence a sack to grind up as bone dust fertiliser. I was very keen to get DNA and everything done on, who were these people, where'd they come from. And I was at a conference some years ago in Rotorua, and there was a forensic pathologist from England. I was talking to him about them, and he said, I've got a few days after the conference, I'll come up. So he spent 3 days with me. I took him around these various sites. There's just one of the many sites. I took him to about 5 different sites. And so he started examining them. He examined them all, measured them, and he took an eye tooth to England. And 18 months later, he says, Noel, those are ancient Celtic people living in Wales 3,500 years ago. This is where they originated from. N'ayant pas reçu d'autorisation du gouvernement, Illiam dut mener des fouilles archéologiques illégales afin de récupérer les ossements sur les sites puis les acheminer en Angleterre à l'encontre des lois en vigueur dans le pays. Pour éviter des problèmes avec la justice et leur carrière, l'identité des 2 pathologistes de l'université d'Édimbourg qui ont recueilli les ossements et pourraient toujours les détenir illégalement reste dans l'anonymat. Devant ce manque de données et de clarté de l'étude, les résultats publiés doivent être pris avec des pincettes. This is not the only genetic information that links the fair-skinned Maori to the Celts. Il existe encore quelques résidus de natifs indigènes arborant des traits physiques proches des Européens. Pour Monica, il était temps de prouver sa théorie selon laquelle la tribu Ngati Otu avait une lignée différente de celle des autres Maoris. C'est pourquoi elle a décidé de s'impliquer dans l'enquête de National Geographic lancée en 2005. Une histoire relate le fait que parmi les Ngati Otu, il y avait des familles à la peau claire, cheveux clairs et yeux clairs, dont les groupes s'appelaient Patu Parae et Turue, soit le même terme que la population mythique qui précède historiquement les Maoris sur l'île. Pour participer au projet, Monica a commandé un kit ADN et effectué un prélèvement dans la joue, puis l'a renvoyé pour être testé. Le prélèvement a donné des résultats très intéressants, très différents de ce que le National Geographic indique comme étant l'ADN d'une personne de descendance polynésienne. Ce qui a été très étonnant, c'est le pourcentage d'ADN en provenance d'Europe du Nord, qui est à 12%, et méditerranéen également à 12%. Pour conclure, derrière les traditions maoris se cache une réalité historique indéniable de peuples blancs vivant sur l'île avant les indigènes actuels. Le mythe néo-zélandais nous apprend une fois de plus ce que les traditions anciennes à travers la planète contiennent systématiquement dans leurs enseignements. Des mythes anciens d'Asie, d'Orient, d'Amérique ou de Polynésie, les êtres spirituels détenteurs du savoir arborent presque toujours la peau blanche, symbole de la pureté, les yeux de l'eau et du ciel, ainsi que les cheveux du soleil. Le cas de la Nouvelle-Zélande est un avertissement supplémentaire sur le fait que la présence d'une autre race, même en petit nombre, suffit à altérer l'âme d'un peuple. Il lui fait perdre les caractères de sa race, les monuments de son histoire, les œuvres de ses aïeux. Merci à vous.